les élections aux URPS, donc juste du 31 mars au 7 avril. Donc cette semaine, en plus du e-congrès, il y a 3 rendez-vous. Si vous êtes pharmacien en Normandie, lundi à 20h, vous avez la possibilité d'avoir la présentation de la liste de l'USPO et un débat sur leurs priorités. Ce sera le 15, donc ça c'est le 15 février lundi. Le 17, donc c'est mercredi, ce sera l'Occitanie, mercredi à 20h30. Pareil, vous pouvez vous connecter si vous êtes pharmacienne en Occitanie pour voir toute la liste et l'ensemble des débats et des projets qu'ils souhaitent soutenir. Et puis jeudi à 20h, c'est l'Île-de-France. Pareil, avec la liste qui est encore plus grande, hein, puisque la région est grande, pour voilà, se présenter et échanger avec vous en direct. Donc voilà, n'hésitez pas. Lundi, la Normandie, mercredi, l'Occitanie et jeudi, l'Île-de-France. Vous pouvez découvrir toutes les professions de foi hein, qui sont sur le site de l'USPO avec l'ensemble des représentants qui sont présents. Juste un point sur l'économie de l'officine. Vous avez vu que jeudi 18, dans le cadre du congrès, vous aurez une présentation des chiffres de cette réforme qui va de l'avenant numéro 11 jusqu'à l'avenant 19 et au-delà. Il y a eu une attaque outrancière contre l'USPO sur l'avenant 19 en parlant de l'avenant de la honte, de procédures scélérates. Franchement, quel niveau, quoi. Quel niveau. C'est dommage hein, d'en arriver là. Ça veut dire que quand on est autant outrancier, ça veut dire qu'on a peu d'arguments. Et le meilleur moyen pour juger de l'efficacité de la réforme de l'USPO, qui inclut l'avenant numéro 11 pour 2020, c'est de regarder ce que ça a donné dans votre pharmacie. Et vous avez la possibilité, en allant sur les statistiques d'IQVIA que vous recevez tous les mois pour votre officine, de cliquer sur l'onglet qui est représenté par cette petite maison qui vous ouvre toute une série de simulations et vous avez ensuite un onglet 11, rose, pardon, ensuite un onglet rose, pardon, qui permet de voir l'impact de l'avenant signé par l'USPO sur votre entreprise. Et donc, c'est votre activité réelle. C'est pas des simulations, c'est l'activité réelle de votre officine avec la marge que vous avez aujourd'hui sur les médicaments remboursables et la même marge qui est calculée s'il n'y avait pas eu la réforme. Et donc, vous voyez si vous êtes en positif et combien cette réforme vous a rapporté. 20 000, 30 000, 40 000 euros de marge. De marge. Et donc, ça vous permettra de juger si la réforme de l'USPO, qui inclut l'avenant 19, a été une réforme utile pour votre entreprise, vous a permis d'avoir de l'argent supplémentaire, et est-ce que cette réforme de l'USPO a été bénéfique pour vous, votre entreprise et vos résultats. Donc, vous regarderez, et ensuite, ça vous permettra de balayer cette propagande outrancière qui ne sert qu'à diviser les syndicats. La FSPF est dans un piège aujourd'hui. Elle n'a pas signé l'avenant numéro 11. Et quand on décide de ne pas signer, alors qu'elle savait que cette réforme serait positive, elle a voulu en faire une instrumentalisation politique, en disant celui qui signe perd les prochaines élections. Non, qui fait un mauvais accord, qu'il soit sanctionné, c'est normal. Et celui qui fait un bon accord, il n'a pas à être sanctionné, bien évidemment. Donc du moment qu'ils ont décidé d'avoir cette stratégie politicienne, je ne signe pas, comme ça je vais les critiquer, en disant des énormités, en disant que cet accord fait perdre de l'argent, que c'est une horreur, etc., eh bien, ils sont enfermés dans une impasse. Et donc maintenant, ils sont dans cette situation d'impasse. Et donc, ça va jusqu'à l'outrance.
et jusqu'à une propagande qui ne rassure pas les pharmaciens, qui les trouble, alors qu'il ne faut pas être troublé. Même les experts comptables le disent clairement. Heureusement que vous avez eu cette réforme. En gros, vous avez eu le nez creux. Parce que s'il n'y avait pas eu cette réforme, vous seriez dans une situation catastrophique au niveau de l'officine, en étant lié à de la marge commerciale, plutôt que d'être lié à des actes de dispensation. Voilà, il y a eu de l'argent en plus, tant mieux, c'était l'objectif de la signature de l'USPO, et les conditions que l'USPO avait fixées avec l'assurance maladie pour réussir cette réforme, et vous savez qu'il y a zéro perdant, puisque si les pharmaciens avaient, à cause de cette réforme, perdu de l'argent, l'assurance maladie les compense à l'euro près, et ça a été le cas de 100 officines l'année dernière par rapport aux 21 500 officines. Une réforme réussie, et qui a réussi sur toutes les typologies d'officines. Personne n'a été abandonné dans cette réforme en fonction de sa typologie. Et l'avenant 19, qui est critiqué, eh bien, c'était une volonté de maintenir la vie conventionnelle avec un climat de confiance. Oui, il y avait trop d'argent. Il y avait presque 180 millions de trop par rapport à ce qui avait été prévu. Eh bien, on en a gardé 90 de plus par rapport à ce qui était prévu au départ. Voilà. Et donc, il vaut mieux un bon accord que d'avoir, je dirais, ne pas signer et laisser les pouvoirs publics prendre 180 millions d'euros en disant c'est pas ma faute, c'est des pouvoirs publics. Ça, c'est de la lâcheté. Eh bien, l'USPO assume et a remis 90 millions de plus que ce qui était prévu dans la convention pour ne pas avoir un arbitrage du ministère de l'économie qui allait ratiboiser la marge des pharmaciens. Voilà, c'est un choix. Eh bien, là aussi, c'est deux façons de faire du syndicalisme. Celles qui pensent à l'économie de l'officine et à la revaloriser, et ceux qui ne pensent qu'aux élections. Voilà, c'est deux façons complètement différentes d'avoir sa conception du syndicat. Et puis, ça nous a permis d'introduire les interventions pharmaceutiques et d'introduire les bilans de médication pour les patients en EHPAD. Vous voyez, on en a rajouté, en plus de l'économie, dans cet avenant 19. Et on sait que l'ouverture d'interventions pharmaceutiques dans la Convention ouvre des perspectives beaucoup plus importantes que ces chamailleries, ces insultes publiées par l'autre syndicat. Sur cette semaine, donc, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez également un débat sur la sortie hospitalière avec donc Michel Siffre, avec Philippe Vandeville, Éric Le Suini. Voilà, ils ont une expérience en PACA qui a marché, où ils ont récupéré de l'activité en se donnant les moyens d'échanger avec l'hôpital, de dire aux prestataires, oui, vous êtes là, mais vous n'êtes pas exclusif. Le pharmacien peut aussi faire ce travail. Et pour l'USPO, c'est un axe majeur pour les 5 prochaines années de se positionner pour que le pharmacien, s'il est choisi par le patient, soit l'interlocuteur pour tout le matériel médical, pas que le lit, hein, c'est aussi bien sûr les pompes à insuline, c'est les appareils à pression positive continue, c'est toute la perfusion. Voilà, ce sont des champs qui permettent aujourd'hui de mieux prendre en charge le patient quand c'est le pharmacien qui le fait, en plus des médicaments. Donc pour nous, c'est un axe majeur et on va profiter de ce qui a été fait en PACA pour le déployer partout en France et l'accélérer. Juste un petit point quand même sur l'économie, franchement. Dans la FSPF augmente de 1,5% la masse salariale, 1,5, le SMIC est pas là, on augmente les salaires de 1,5, de 1,5. Le SMIC, c'était l'augmentation de 1, donc beaucoup plus de SMIC. Qui signe cet accord, ça veut dire qu'il considère que l'économie de l'officine va mieux. Parce que si l'économie de l'officine ne va pas mieux, on ne peut pas augmenter les salaires. Donc, une contradiction de plus. Ça c'est quand la politique prend le pas sur l'économie. Je ne sais comment recevoir IQVIA. Alors,
Alors, d'abord, il faut envoyer ces données à Pharmastat. Si on n'envoie pas ces données à Pharmastat, on ne peut pas être en contact avec IQVIA. Quand vous êtes abonné à Pharmastat, tous les mois, vous recevez un feedback pour votre pharmacie. Ça vous permet d'avoir toute une série d'informations sur la situation de votre entreprise, le comparatif par rapport au mois de l'année précédente, le comparatif par rapport à une moyenne nationale, le comparatif par rapport à une moyenne régionale. Toute une série d'informations sur la part des médicaments chers, la part du chiffre d'affaires du médicament remboursable, de l'apparat, du veto, etc. Donc vous avez ça dans votre feedback. Et dans votre feedback, vous avez aussi la possibilité d'avoir des focus spécifiques. C'est en cliquant sur cette petite maison, sur cet onglet où il y a cette petite maison qui est symbolisée. Après, vous avez, je crois, 6 pavés, dont un qui est avec un bouton rose. Et celui-ci vous permet d'avoir votre simulation de votre situation. Avenant numéro 11, qu'est-ce que cet avenant numéro 11 m'a rapporté par rapport à l'ancienne marge? On a aussi certains logiciels qui permettent de le faire. Alors, ce qui est regrettable, c'est que tous ne le font pas, malgré les demandes de l'USPO pour que ce soit fait. Mais certains logiciels peuvent aussi vous mettre en évidence cette variation de marge avec ou sans l'avenant numéro 11 et 19. Que faire avec le nombre de plus en plus important de TFR type le SMECTA? Ah ouais, mais ça, c'est voilà. Vous savez, nous, l'USPO, toujours fidèle, c'est toujours bagarré contre le TFR. Toujours. Parce que le TFR, voilà, c'est un TFR sanction et c'est un TFR qui enlève, en fin de compte, l'intérêt de la substitution par les pharmaciens. On s'est bagarré contre l'avenant, l'article 66, qui fait une espèce de base de remboursement sur le générique, hein, et qui, bien sûr, entraîne un mouvement de la part des laboratoires pour s'aligner sur pour demander un TFR. Donc sur le SMECTA, c'est très particulier. Donc nous, on a hurlé et on est monté au créneau auprès du ministère pour dire que ce TFR était illégitime pour plusieurs raisons. La première, c'est que même si la substitution est à 40%, il n'y a qu'un seul génériqueur. Donc, ça veut dire que on peut, dans cette affaire, se retrouver très vite avec des risques de tension entre parce qu'il n'y a que deux, en gros, fournisseurs de diospectite, et donc on peut être très vite embêté si un des fournisseurs est en difficulté, et on sait que les aléas de la production, de l'approvisionnement de matières premières, etc., existent, hein, on l'a vu sur d'autres. Les règles pour passer au TFR, c'est que quand il n'y a qu'un seul génériqueur, le CEPS ne prend pas de risque. Donc pourquoi l'a-t-il fait aujourd'hui? Pourquoi a-t-il posé un TFR? Il fait des TFR quand il y a 2-3 offres de générique. Là, il n'y en a qu'un. Donc pourquoi avoir dérogé à cette règle? Et le pompon, c'est que Ipsen ne va pas baisser son prix et va laisser un reste à charge aux patients. 90 centimes par boîte. On va se retrouver confronté à demander, si on n'a pas le Mylan, de délivrer le SMECTA avec un reste à charge à 90 centimes. Voilà, le pharmacien va être confronté à ça. Donc, on saura dire bien évidemment que ce sont les pouvoirs publics qui ont fait cette manœuvre, mais je dirais que nous, on va être bien sûr avec des discussions sans fin, mais je suis remboursé pour que vous donniez de l'argent, c'est pas normal, qu'est-ce que c'est? Voilà, donc une suspicion sur le pharmacien. Tout ça n'est pas bon. Surtout sur le SMECTA, franchement, avec ce qui s'est passé cette année, les volumes se sont cassés la figure, il n'y a pas de pathologie. Tout le monde porte des masques, tout le monde se lave les mains avec du gel hydroalcoolique. Qu'est-ce qu'on va faire des économies sur un secteur d'activité qui a baissé? C'est vraiment dogmatique. Hein, donc oui, alors on a averti le ministère de cette décision. On n'a pas été consulté pour cette décision, bien évidemment. Sinon, on aurait donné 6 arguments. Et on a averti le ministère de changer sur le 15. Hein, donc c'est demain. Ou c'est aujourd'hui. Voilà. J'ai une question aussi. Qu'est-ce qui est devenu
le troisième syndicat qui envoie parfois des mails. Mais lui, il est plus représentatif. Il a été sanctionné par la profession aux dernières élections, puisqu'il était pour l'ouverture du capital, et que les pharmaciens n'ont pas suivi cette volonté d'ouvrir le capital. Donc, il a été sanctionné, il a été éliminé de la représentativité. Donc, voilà, il essaie de troubler un petit peu le jeu des élections, n'étant pas théoriquement, il aurait pu faire acte de candidature en disant je me présente en tant que troisième syndicat et je fais des listes. Il l'a pas fait. Et par contre, on a été étonné de voir qu'il y avait une alliance FSPF-UNEPF, donc de ce troisième syndicat. Ça veut dire quoi cette alliance? C'est-à-dire un syndicat est pour l'ouverture du capital. Est-ce que c'est une faiblesse des convictions de la FSPF? En tout cas, cette alliance est contre nature. On n'a pas les mêmes idées. Et donc, si c'est une carambouille électorale, un accord électoral, ça n'a pas beaucoup de sens, pas beaucoup de valeur. On n'est pas dans une campagne politique. On est sur des valeurs syndicales, des convictions et une vision de la profession. Donc, nous, on a rassemblé autour des idées. On ne rassemble pas autour de calculs électoraux et redonner la parole à des personnes qui n'ont pas les mêmes idées que vous. C'est-à-dire de remettre l'UNEPF en scène, ça veut dire qu'ils vont se ressentir légitimes pour continuer à promouvoir l'ouverture du capital. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur service qu'on rende à la profession pour la défendre telle qu'on veut la défendre. Et tel qu'on a fait un virage patient professionnel de santé et beaucoup moins hyper commercial. Voilà, c'est deux visions différentes de la profession et l'USPO est fidèle à ses idées. Il ne fait pas de carambouille électorale. J'ai des questions aussi sur les autres régions, les autres réunions de régions, par exemple la Nouvelle-Aquitaine, etc. Oui, alors, j'ai pas, pardon, je n'ai pas les dates en tête, mais bien évidemment, toutes ces réunions qui vont se faire le soir en plus du e-congrès, qui se feront à 20h ou 20h30, vont se faire dans toutes les régions. Je sais qu'il y en a qui sont programmés justement en Nouvelle-Aquitaine, région PACA aussi du côté de Marseille. Je sais que la Bourgogne-Franche-Comté est en train de le faire également. La région Auvergne-Rhône-Alpes en organise. Voilà, on a fait la Bretagne et Pays de Loire la semaine dernière. Hauts-de-France va le faire également, Grand Est aussi, voilà, et les DOM également. Donc voilà, toutes les régions vont avoir la possibilité d'échanger avec vous en direct, bien évidemment, mais c'est ça qui est intéressant, hein, que vous puissiez poser vos questions à l'ensemble des responsables présents et ils vous expliqueront ce qu'ils ont envie de faire au niveau de la région, ce qu'ils ont envie de prioriser comme projet. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs ces priorisations déjà dans les professions de foi sur le site de l'USPO. Elles sont toutes maintenant à votre disposition. Et vous verrez qu'elles sont personnalisées d'une région à l'autre. Il y a un listing des dates pour les calendriers, pour les réunions en région sur le site de l'USPO. Parfait. Une région n'est oubliée. Pardon? Donc, je disais que c'était un vote électronique. Hein. Donc, Oui. un vote électronique. Donc, vous allez recevoir la deuxième quinzaine du mois de mars tout le matériel pour voter avec votre numéro. Vous avez besoin de votre numéro d'inscription à l'ordre. Il faudra enregistrer pour voter sans mettre la lettre A et devant, donc juste les chiffres pour vous identifier. Et derrière, vous pouvez voter ou pour la liste USPO ou pour la liste USPO. Ah pardon, non, FSPF. L'une ou l'autre. Est-ce que vous pouvez aider les pharmacies des zones sous-denses médicalisées à retrouver des médecins et comment? Malheureusement, on n'a pas le pouvoir de faire venir des médecins. D'ailleurs, les pouvoirs publics n'ont pas ce pouvoir non plus. C'est peut-être dommage d'ailleurs parce que franchement, quand on voit avec quelle vitesse ça se dégrade, ça devient insupportable. Nous, notre stratégie, c'est de ne pas dire au pouvoir public ce qu'ils doivent faire pour régler le problème des médecins. On n'est pas légitime à ça, même si ça nous impacte. Nous, ce qu'on essaie de dire,
c'est qu'il faut travailler sur l'interprofessionnalité avec les CPTS, les communautés professionnelles territoriales de santé. Et s'il y a un déficit de médecins, eh bien, il faut compenser par le pharmacien correspondant, par des protocoles de soins qui permettent de suivre les patients chroniques. Et de dire, eh bien voilà, le pharmacien est habilité à renouveler tel traitement. Et l'ordonnance, elle est valable pour peut-être 3 mois, mais elle est renouvelable par le pharmacien si le patient est stabilisé dans le cadre d'un protocole. Un traitement antihypertenseur, au bout de 3 mois, le protocole prévoit que je prenne l'attention. Si la personne est dans la fenêtre de tir, je peux prolonger le traitement de 3 mois supplémentaires. Équipement également d'outils de télémédecine. On a souhaité que les ARS favorisent l'équipement des pharmacies en télémédecine, en plus des aides classiques de l'assurance maladie, pour permettre à ces pharmaciens d'avoir accès, quand un patient en a besoin, à un médecin sur le territoire ou à un hôpital. Voilà, nous on est sur cette stratégie d'organiser la complémentarité en fonction de l'offre médicale et de la situation des patients pour faciliter le travail des pharmaciens et le rendre encore plus autonome et pas dépendant de la présence dans le village d'un médecin, sinon il est condamné. Donc c'est ça qu'il faut, c'est là-dessus qu'il faut lutter, c'est de dire, ben oui, il n'y a pas de médecin dans le village, on n'arrive pas à en ramener un, mais il y a le pharmacien, eh bien on va s'appuyer dessus, et il ne fera pas de la médecine, mais il va assurer la continuité des soins, comme on l'a fait pendant le Covid, à partir du mois d'avril jusqu'au mois de juin. Et là, ça redonne de la souplesse, de la vigueur, et le pharmacien devient bien le site où on peut éventuellement accéder à son médecin par des mécanismes de téléconsultation. On est sur cette stratégie et là, on est dans notre compétence. On propose des solutions pour permettre à des pharmacies de ne pas être en difficulté, tout simplement parce que le cabinet médical a fermé. Ça, c'est insupportable. C'est insupportable pour le maire du village, c'est insupportable pour les patients. Il y a un danger de la pharmacie. Donc, il faut raisonner différemment. Exige des médecins qui s'installent à tel endroit, on verra à quel moment ça se passe et si ça fonctionne. Mais j'en suis pas. À quand une rémunération et une convention digne de ce nom sur la préparation des piluliers en EHPAD? Cela concerne beaucoup de pharmacies rurales qui risquent de perdre le marché par des grosses pharmacies robotisées. Alors oui, vous avez raison, hein. C'est-à-dire que ça fait partie de la stratégie de l'USPO sur l'évolution des nouvelles missions. Bon, il y a des missions qui concernent l'accompagnement des patients. Là, on va travailler sur le diabète, après les anti-cancéreux oraux. On pousse. Il faudra aussi faire des cardiovasculaires, bien évidemment. On pousse sur de nouvelles missions avec tout ce qui est dépistage, dépistage du cancer colorectal. On va être sur tous les dépistages. On va être sur toute la vaccination. On a déjà démarré la discussion sur le sevrage tabagique en demandant à être initiateur du sevrage et avec des entretiens motivationnels pendant les 6 mois qui suivent ce sevrage en s'appuyant sur le pharmacien d'office rémunéré. Et puis, on a 2 axes que l'on travaille depuis maintenant pratiquement 1 an et demi, qui est la préparation des doses administrées pour les patients qui sont bien sûr à domicile et rémunérés, puisque c'est un acte qui permet d'améliorer l'observance. Je n'ai pas à laisser à l'exclusivité des infirmiers. Et c'est le prolongement pour nous des bilans de médication. Vous faites un bilan de médication chez une personne âgée qui prend beaucoup de médicaments et qui ne s'y retrouve pas, qui n'est pas observante, se mélange, eh bien, ça s'enclenche derrière la préparation des doses administrées pour permettre à ces patients d'être mieux observants et de ne pas être exposés à un risque iatrogène. Donc, on l'a mis à l'ordre du jour de la prochaine convention, sur insistance de l'USPO, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur, avec bien sûr une rémunération. Et ce qu'il faudra définir avec l'assurance maladie, c'est quels sont les patients qui sont éligibles. Bien sûr, ça ne peut pas être tous les patients. L'assurance maladie, certainement, concentrera personnes âgées, personnes qui prennent beaucoup de médicaments, sorties hospitalières, personnes qui ont, comment on définit celles qui ont vraiment des difficultés, qui peuvent se faire aider par le pharmacien et bien sûr le rémunérer, lié également à la dispensation à domicile. Vous savez qu'on a failli le gagner
et que cette espèce d'accord avec la Croix-Rouge qui est venue tout perturber avec notre syndicat a complètement pourri toute la négociation. Et je dis pourri, c'est pourri. C'est-à-dire qu'on a failli gagner, et ce truc qui est arrivé a été le prétexte pour ne pas le faire. Quel gâchis. Et donc on essaie de le remettre en scène, et vous voyez que de nouveau, la dispensation à domicile revient dans cette période difficile. De nouveau, on est sollicité par des patients pour porter le traitement à domicile et le dispenser à domicile. Donc c'est en lien avec la PDA pour le domicile. Pour les EHPAD, eh bien évidemment, on voit bien que certains livrent des EHPAD à 200 km. Ça n'a pas de sens. Ce qui est important dans les EHPAD, c'est de faire des bilans de médication, c'est de travailler avec l'équipe soignante, travailler avec le médecin coordonnateur et les médecins traitants, améliorer la prise en charge des patients sur ces échanges, sur les traitements. C'est pas juste un médecin qui apporte des serpentaines de médicaments, et qui ne peuvent pas d'ailleurs, derrière, assumer avec beaucoup de rapidité les changements de traitement en cours de semaine, sauf à faire un gaspillage énorme. Donc oui, notre conception du travail auprès des personnes âgées, qu'elles soient à domicile, qu'elles soient en EHPAD, c'est de travailler avec le médecin, avec l'infirmière, à proximité. C'est pas que la préparation des doses administrées, mais aussi la prise en charge du patient pour améliorer cette adhésion au traitement, éviter les risques iatrogènes, être très attentif au moment des changements de traitement. Ça, c'est un vrai travail. Avoir une petite camionnette qui livre 50 EHPAD, ça, c'est pas du boulot, et d'ailleurs, ça nous échappera très vite, hein. Parce que si c'est que de la logistique, on sait très bien que derrière, eh bien, ceux qui jouent à ça risquent de le perdre, parce que certains le feront certainement beaucoup moins cher que ce que font aujourd'hui. Donc attention, danger. Danger. Parce qu'il y a certains hôpitaux qui voulaient récupérer cette activité. En disant, mais si le pharmacien il sert qu'à faire que ça, autant qu'on le fasse par la PUI, les médicaments coûtent moins cher, et nous, on rentabilisera le robot qu'on mettra au sein de l'hôpital. Et voilà comment on tue une activité et qu'on met 4000 pharmacies par terre, parce que heureusement que certaines pharmacies ont les EHPAD, notamment dans les villages, parce que sinon elles seraient en grande difficulté. Donc oui, on y travaille, et voilà, on a remis à l'ordre du jour, pas plus tard que cette semaine, à une réunion qui a eu lieu jeudi, et la prochaine réunion qui aura lieu au mois de mars, et bien sur la préparation de la commission paritaire nationale, le sujet de la PDA et le sujet de la dispensation à domicile est toujours sur le tapis. Vous pouvez compter sur la pugnacité de l'USPO. Hein. On lâche rien, on est des pitbulls. Quand on a un sujet que l'on considère légitime et qui est utile pour les patients, eh bien on ne se laisse pas endormir et on se bagarre pour arriver à convaincre et à gagner l'arbitrage. Comptez sur nous.